On va reprendre pour cette dernière partie, donc dernier symposium consacré à la recherche participative, avec donc une première communication que j'ai le privilège de partager avec Marine Dubroc, Adeline Lacroix, Daniel Langlois qui sont ici présentes et Magali Pignard qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et qui porte sur le fait d'avoir une réelle co-construction avec les personnes autistes, parce que c'est vrai que lorsque l'on parle de recherche participative, eh bien dans les différents protocoles qui sont proposés, le terme est parfois un petit peu galvaudé, où on rajoute le nom d'une personne concernée ou le nom d'une association au bas de protocole, mais la recherche participative, c'est une réelle co-construction que je vous encourage à faire, à mettre en place, parce que c'est un plaisir immense de pouvoir travailler avec les usagers, de pouvoir élaborer un programme de recherche. Et pour moi, ça a surtout été vraiment beaucoup de plaisir et des instants partagés très intéressants. Alors, un petit historique de la recherche participative, ce qu'on peut appeler les citoyennes. Eh bien, d'une part, qu'est-ce que c'est exactement que la recherche participative? Eh bien, la recherche participative est vraiment dans l'esprit d'une co-construction. Co-construction qui permet d'aboutir à des savoirs nouveaux qui confrontent la connaissance et le savoir issu de l'expérience. Ça nécessite une collaboration qui est intense, qui est régulière et qui commence dès le début du protocole entre les acteurs du soin, de l'accompagnement, les acteurs éducatifs, les usagers, les associations. Je pense que la recherche participative, dans l'originalité de sa construction et de ses objets, a un réel potentiel pour notre avenir de transformation sociale et politique. Alors c'est vrai que tout au long de la journée, on a parlé de ce qui était bien, de ce qu'on pouvait améliorer, de ce qui pourrait être remis à plat, ce qui pourrait être transformé. Et je crois vraiment que c'est dans les savoirs issus de cette co-construction qu'on arrivera à remettre à plat toutes les politiques médicales, sociales et éducatives. Avec du coup l'idée d'une démocratisation concrète des sciences, mais ça on le reverra tout à l'heure rapidement, c'est peut-être une des limites. Parce qu'aujourd'hui, si l'on cherche à associer les usagers et les associations à des protocoles scientifiques, eh bien, il faut qu'ils puissent en détenir les savoirs et peut-être qu'ils puissent avoir accès à des formations à la recherche. Alors, la recherche participative, ça ne date pas des années 2000, hein, ça commence à être relativement ancien, ça a environ une cinquantaine d'années, ça a débuté en Afrique, la recherche participative, avec la création de savoirs partagés dans des villages africains. Tout d'abord en Tanzanie et puis ensuite ça s'est démocratisé. Ensuite, l'explosion de la recherche participative s'est fait dans deux domaines en particulier. Dans le domaine du cancer du sein, dans les années 80, où les femmes qui étaient concernées par les protocoles chirurgicaux, par les protocoles, l'hormonothérapie, etc., ont dit ben, nous, on veut participer à la recherche, on veut donner notre avis, c'est important. Et bien sûr, dans le cadre du VIH, où ça s'est pas toujours très bien passé, ça s'est parfois fait dans l'agressivité, mais les associations qui étaient concernées par le VIH ont dit aux médecins, ont dit au personnel scientifique, eh ben nous on veut participer. Finalement, tous ces traitements, ce sont nous qui les prenons, c'est nous qui avons cette maladie et on veut participer à la recherche. Et puis, dans ce courant-là, s'est développée la recherche participative. Et aujourd'hui, dans les troubles du neurodéveloppement, eh bien, il y a de plus en plus de protocoles de recherche qui font participer de A à Z les usagers et c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors aujourd'hui, la recherche participative, c'est avant tout vraiment un renforcement positif des personnes, renforcement positif des usagers, des associations, mais aussi des scientifiques et aussi des médecins, parce que c'est vraiment hyper valorisant de travailler avec les personnes concernées. Ça peut permettre vraiment une démocratie participative, de mieux fonctionner au plan institutionnel, parce que qui peut mieux que les usagers, mieux que les personnes concernées, peut nous faire un retour sur nos organisations. Et puis je crois vraiment, sincèrement, que ça peut permettre de changer les postures des uns et des autres.
Alors, il y a déjà eu une enquête HAS en 2019 sur la recherche participative qui, après 149 retours d'expérience dans tout le champ de la recherche participative, hein, pas uniquement dans le champ du neurodéveloppement ou de la santé mentale, a permis d'identifier un certain nombre de leviers et de freins pour lesquels on a pu aussi avoir notre propre expérience dans le groupe que mes collègues vont vous détailler. Alors tout d'abord, les freins, avant de parler des aspects positifs. Tout d'abord, la recherche participative, c'est une charge financière. Charge financière dont il faut tenir compte dans l'élaboration des projets. Charge financière parce que ça demande une disponibilité quand même assez forte des professionnels avec un positionnement de chacun à respecter. Et puis, ça peut aussi, concernant l'implication des usagers, sous-entendre que les personnes peuvent se désengager en cours de projet. Parce que quand on est usager, eh bien, on peut avoir aussi une période de moins bien. On peut avoir une période où on est submergé de projets, on est submergé de choses, et puis momentanément, on se désengage. Et ça, du coup, il faut en tenir compte dans l'élaboration du programme, qui n'a pas toujours, en raison des particularités des personnes, un engagement qui est toujours extrêmement régulier. Et puis, fort heureusement, il y a des leviers. Des leviers qu'on pourrait mettre en place à l'avenir pour favoriser les démarches participatives, notamment lever les contraintes qui pèsent sur les associations. Donc il y a quand même beaucoup de contraintes administratives, etc., qui pèsent sur les associations d'usagers et qui les empêchent du coup de s'investir dans d'autres projets. Mieux faire connaître et mieux faire participer les instituts de recherche, parce que je crois que c'est pas encore dans la démarche systématique de nos grands instituts de recherche français comme l'INSERM ou le CNRS d'inclure systématiquement les usagers dans les programmes de recherche en médecine. Intégrer systématiquement les usagers dans les comités de pilotage de la recherche, mais aussi impliquer plus généralement les dispositifs territoriaux comme les mairies, les départements, les régions, et repenser l'évaluation de la recherche. Parce que quand on pense à évaluer la recherche, on pense beaucoup en termes de publication, de points SIGAPS, etc., de données financières, et on ne pense pas finalement à positionner l'engagement des usagers comme un point fort de l'évaluation de la pertinence des programmes de recherche. Alors là, je ne vais pas tout vous lire, vous voyez, c'est long. Mais Autistica, qui est un groupement de personnes autistes en Grande-Bretagne, a élaboré un certain nombre de priorités de recherche pour les personnes autistes. Alors, le diaporama est à votre disposition, hein, vous pouvez aussi vous connecter sur le site d'Autistica, mais on a un certain nombre de priorités qui ont été dégagées. Alors, ces priorités concernent la santé mentale, concerne la sensorialité, concerne les employeurs, les performances au travail, concerne aussi les besoins des personnes autistes, concerne aussi la question de la communication, du langage, des aspects sociaux, tout ce dont on a un petit peu parlé finalement en filigrane dans toute cette journée. Et je crois qu'il faut vraiment tenir compte des grandes orientations de recherche décidées par les personnes autistes elles-mêmes pour aménager nos stratégies de recherche. Alors de notre côté, on a construit dans le cadre d'iMind un projet de recherche participative dont on va vous donner l'exemple concret, qui est l'étude des représentations des professionnels sur la parentalité des personnes autistes. Alors, à l'origine du projet, c'est vrai que le Centre d'excellence iMind s'intéresse plus particulièrement aux troubles du spectre de l'autisme chez l'adulte, avec la question de la femme autiste au cœur de nos préoccupations. Et c'est vrai que en discutant avec les femmes autistes avec lesquelles nous interagissons, eh bien, la problématique de la parentalité s'est rapidement invité dans nos échanges, avec la volonté de mieux répondre à la fois à la volonté et aux besoins des personnes autistes, mais aussi de mieux répondre aux besoins de formation des professionnels qui croisent la route des personnes autistes et en particulier des femmes autistes. Alors, je dois dire que notre petit groupe,
il y a eu un engouement assez spontané pour cette thématique et très rapidement on s'est mis à travailler ensemble et puis ça répondait aussi à un objectif que nous avions de développer la recherche participative. Alors voici notre petit groupe qui s'est réuni à de multiples reprises. Donc Adeline Lacroix, qui est ici présente, qui est doctorante en psychologie et neurosciences cognitives, qui est une personne autiste. Magali Pignard, qui est créatrice du Tremplin, qui est cofondatrice du GRAPH et qui est aussi une personne autiste et qui est maman d'un enfant autiste. Danielle Langlois, que l'on ne présente plus, qui est présidente de l'association Autisme France et qui est mère d'un enfant autiste. Marine Dubroc, qui est sage-femme et qui est case manager en psychiatrie au Léane et à Réalise à Saint-Étienne, et moi-même. Je vais donc laisser mes collègues vous faire la suite de cette présentation. Merci beaucoup Caroline. Donc pour construire ce projet, il a fallu qu'on définisse donc la problématique à partir de notre thème général. Donc on s'est basé d'abord sur des aspects théoriques. En fait, il y a peu d'études sur les parents autistes et les études qu'il y a ont été uniquement réalisées sur les mères. Et dans ces études, en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est que la vision de la parentalité, elle est comparable entre les personnes autistes et non autistes, c'est-à-dire que les deux types de parents considèrent la parentalité comme une expérience gratifiante et riche de sens. Et par contre, les personnes autistes, elles rapportent des difficultés à interagir avec les professionnels de santé. Souvent, elles se sentent jugées dans leur rôle de parents, jusqu'à craindre l'implication des services sociaux dans leur vie, et donc en général elles ne souhaitent pas parler de leur diagnostic à cause de ça. Donc il y a déjà ce genre de choses qui ont été évoquées aujourd'hui. Donc ensuite, pour définir cette problématique, on s'est aussi basé sur l'expérience des usagers, donc des parents autistes dans notre groupe et de l'expérience associative. Et donc on retrouve en fait la même chose qui a été notée en recherche, c'est-à-dire que les parents d'enfants autistes, les parents autistes d'enfants autistes ou non autistes, mais souvent d'enfants autistes, sont mal compris et sont parfois déchus de leurs droits parentaux. Donc on a vu un certain nombre d'expériences assez dramatiques qui se sont passées à ce niveau-là et qui ont parfois été médiatisées. Et donc il constate une grande méconnaissance de l'autisme chez les professionnels de santé. Je dis il parce que personnellement, moi je suis personne autiste mais pas parent, donc voilà. Mais aussi des professionnels de l'éducation ou encore de la justice. Donc nous, le but de les buts qu'on a définis pour cette recherche, c'est de faire émerger les représentations des professionnels sur les parents autistes, de faire émerger aussi leurs besoins de formation, parce qu'il manque clairement de formation, et de faire émerger les priorités en termes de besoins chez les parents autistes. Donc pour ça, on a utilisé on a travaillé de manière collaborative, en partageant des documents et en faisant beaucoup d'échanges aussi en visioconférence. Et notre apport aussi en tant que personne autiste, ça a été de voir quels écueils on devait éviter. Donc on a essayé un des écueils qui a été soulevé, notamment par Daniel, c'était de faire attention à l'utilisation qui pourrait être faite de l'enquête qu'on allait mener, parce que le fait de définir des besoins pour des parents autistes ne veut pas dire que ces parents autistes ne sont pas capables d'être parents, ou que tous ont des besoins, parce que certains n'ont pas besoin de particulier. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on souhaite faire vraiment attention en construisant du coup notre enquête. Et du coup, on a, en tant que professionnel, c'était aussi ne pas culpabiliser non plus, ne pas accuser les professionnels. On est dans la co-construction, c'est-à-dire on n'est pas pour que les uns accusent les autres ou que voilà. Donc aussi faire attention à pas que les professionnels se sentent non plus attaqués. Voilà, il y a un défaut de formation. Moi, en tant que sage-femme, j'ai eu un cours de 2 heures à l'école de sage-femme sur l'autisme et c'était
un petit garçon qui se balance et qui joue au train, typiquement. Voilà. Après, moi, je me suis formée, j'ai fait un DU, etc. Donc voilà. Mais si on n'est pas formé, on peut pas non plus deviner. On peut pas. Voilà, c'est pas de la quelque chose qui est fait volontairement, c'est simplement de la méconnaissance. Donc permettre aussi de faire émerger les besoins des professionnels par des besoins de formation ou des besoins aussi de travailler en lien avec des professionnels qui sont spécialisés sur l'autisme et d'être constructifs. Donc au niveau méthodologique, donc qu'est-ce qu'on voulait explorer? Donc ça, on l'a déjà dit, c'est l'exploration des connaissances, des représentations et des attitudes des professionnels par rapport à la parentalité chez les personnes autistes. Le comment, c'est on a choisi de mener une enquête qui serait basée sur une vignette clinique décrivant un parent autiste, donc sans précision de son diagnostic et accompagné de différentes questions. Et pour qui? Donc à la fois pour des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, personnel des professionnels intervenant dans les services sociaux, professionnels de la périnatalité, mais aussi pour les parents autistes afin de pouvoir faire émerger les divergences en fait entre les deux points de vue. Donc en fait, du coup, on s'est basé sur une vignette clinique, donc sur laquelle on s'est basé sur, on s'est inspiré assez largement des vignettes cliniques proposées par la NICE, qui propose d'ailleurs plusieurs vignettes cliniques et dont une seule qui concerne une femme. Voilà. Donc on a pris celle-là, ça tombait bien, c'était une maman. Donc notre vignette clinique décrit une maman autiste. Du point de vue des professionnels. Donc je vous montrerai après un peu des exemples de modifications qu'on a fait sous le contrôle de Daniel, Adeline et Magali. Voilà. Donc et on a posé ensuite des questions sur les représentations des participants sur les parents autistes. Alors sans préciser le diagnostic et ensuite en précisant le diagnostic. Et toujours évaluer les besoins des professionnels et puis des personnes aussi autistes. On voulait éviter la caricature, on voulait éviter aussi le langage inadapté. C'est pour ça que voilà, ça a amené à quand même des discussions entre nous, à des corrections toujours sous le contrôle de Daniel, Magali et Adeline, parce que parfois, sans mauvaise intention, en réfléchissant derrière, on se rend compte que c'est pas, ça peut effectivement être détourné ce qu'on voulait dire et que c'était pas ça qu'on voulait dire. Et pareil sur les questions, on voulait éviter la stigmatisation, on voulait que les questions soient quand même assez claires et garder aussi en tête les écueils dont on a déjà parlé. Donc ça fait la slow science, c'est assez, ça avance petit à petit, mais voilà, que tout le monde soit d'accord et qu'on puisse arriver à un accord à l'unanimité. Donc voilà quelques exemples de modifications qu'on a fait. Moi j'avais écrit, du point de vue des infirmières, la maman paraît froide. Alors je me suis fait houspiller, ce qui est pas mal, hein, du coup, ce qui est bien. Et du coup ça a été supprimé du texte. J'avais noté aussi, elle regarde pas son interlocuteur dans les yeux. Donc là, pareil, fronchement de sourcils, on a changé avec son regard n'est pas toujours orienté vers la personne qui lui parle. Effectivement, elle regarde pas son interlocuteur dans les yeux. Bon, ça reste assez vague. On s'est aussi beaucoup basé sur, et là c'est Magali qui a contribué, sur son expérience de maman autiste, d'un enfant autiste, où en fait elle a rapporté que la connaissance et l'expertise même qu'elle avait du fonctionnement de son fils n'était pas reconnue par les professionnels. Et que justement, ça peut être difficile où il y a voilà, quand un professionnel dit non, nous on sait ce qu'on fait, on va vous expliquer comment gérer votre enfant, c'est pas ça, c'est la maman connaît son enfant, en plus si elle est autiste elle-même, bah, c'est encore plus facile parce que elle sait d'autant plus de quoi elle parle, donc voilà, on a voulu faire aussi ressortir ça dans le texte et du coup on a noté les professionnels sont surpris par l'extrême précision dont elle fait preuve quant à la pathologie de son fils. Alors pathologie c'était pas l'autisme, hein. Je précise. Donc, dans la vignette, le fils donc de cette dame est hospitalisé pour une cause physique dans un service. Donc, c'est parce que c'est souvent comme ça que ça peut arriver des signalements ou des choses comme ça, où les professionnels vont observer le comportement d'une maman et faire un signalement. Donc, l'enfant n'a pas forcément un diagnostic d'autisme. Par contre, il est hospitalisé pour
quelque chose de somatique, d'où le mot pathologie. Donc voilà, une volonté commune de mettre en avant les compétences parentales de cette maman. Donc voilà, ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'est qu'en fait, les personnes autistes ont été impliquées à chaque étape du projet, et ça, c'est quelque chose qui se fait pas forcément beaucoup encore à l'heure actuelle. Pour l'instant, c'est les étapes de construction, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini à ce niveau-là. On souhaite encore avoir d'autres partenariats, etc. Mais une fois que, puis les validations éthiques, etc. Mais une fois que cette construction sera terminée, dans les perspectives, les personnes autistes seront tout autant impliquées, donc à la fois dans la diffusion de cette recherche, donc par les réseaux à la fois associatifs et les réseaux professionnels, et puis ensuite dans l'analyse des données, dans l'écriture des résultats et dans la discussion. Donc de mon côté, je travaillerai un petit peu à iMind pour procéder à la suite de ce travail de recherche, et puis la discussion des résultats se fera en commun de nouveau avec une coécriture, et on vise toujours en fait l'accord de tous avant de parvenir à quelque chose. Donc voilà, en gros. Et je vais laisser la parole maintenant à Daniel. Pour compléter ce qui a été dit, quelques remarques d'usagers. 3 points de vigilance qui sont pour moi très importants. Développer la compétence citoyenne des personnes autistes par la recherche participative, ça avait été dit au départ, c'est une démarche citoyenne et c'est important de reconnaître cette aptitude à la citoyenneté à l'ensemble des personnes autistes. Ce n'est pas toujours le cas. Construire le co-apprentissage des chercheurs et des personnes concernées, c'est loin d'être évident, parce que les personnes concernées qu'on veut inclure dans une recherche, comment font-elles pour accéder aux démarches scientifiques qui vont leur permettre de participer à cette recherche? Donc il y a là tout un effort à faire de la part des chercheurs qui commence. Sous quelle forme de vulgarisation intelligente peut-on associer des personnes directement concernées? Aujourd'hui, on nous a présenté des recherches passionnantes, mais qui sont souvent extrêmement pointues et pas forcément accessibles directement à l'ensemble des personnes autistes qui pourtant seraient peut-être désireuses de participer à ce type de recherche parce qu'elles sont directement concernées. Réfléchir à la co-gouvernance de la recherche pour la rendre participative. La France est un pays quand même très vertical dans son fonctionnement, où apprendre à fonctionner autrement ne va pas de soi, même si il y a maintenant des efforts louables, je dois reconnaître, pour changer les choses. Donc, ça va dans le bon sens, mais il ne faut surtout pas revenir en arrière. Des problèmes que se posent les personnes autistes. Quelles personnes autistes sollicite-t-on? Moi, je vois très régulièrement personnes autistes sans trouble du développement intellectuel associé. Alors, vous me pardonnerez ou pas, ce m'est strictement indifférent, à vrai dire, de ne pas supporter déficience intellectuelle. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, pourquoi on sollicite ces personnes-là et pas d'autres? Et qu'est-ce que ça représente comme biais dans la recherche? Le problème, il est là. C'est-à-dire, si on ne sélectionne que certaines personnes autistes, le produit après de la recherche, il est biaisé. Pour quel type de recherche? Quelle priorité définie? Et avec qui? Là, pour le moment, c'est encore embryonnaire. Quelle utilisation de ces recherches? Ce qui intrigue aussi souvent les personnes autistes et les dérange parfois, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'on va faire des recherches auxquelles elles ont participé. Nous, dans notre réseau, mais dans tous les réseaux associatifs, on est tout le temps sollicités par des jeunes doctorants ou des personnes qui font des mémoires à des titres divers, qui viennent solliciter les associations pour qu'on diffuse leurs questionnaires. Je comprends parfaitement leur démarche, qu'elles en ont besoin, parce que c'est partie aussi des éléments de la recherche. Le problème, c'est que le plus souvent, on n'a aucun retour. Et donc, les personnes, les usagers dans le champ de l'autisme ont l'impression d'être un matériau qu'on utilise et pas du tout des personnes associées à un programme de recherche. C'est extrêmement déplaisant et pour finir, surtout, c'est contre-productif. Parce que qu'est-ce qui se passe dans mon réseau? Les familles ne veulent plus participer aux projets de recherche pour lesquels on sollicite leur participation. Et c'est bien dommage. Quel lien avec la qualité de vie? Parce que comme je le dis tout le temps, les recherches, une personne autiste est tout à fait capable de comprendre qu'il y a des recherches à très long terme. Des recherches scientifiques très pointues, par exemple en génétique, dont tout le monde a bien compris qu'on n'allait pas trouver le résultat dans les mois ou même les années
à venir directement. Mais ce que recherchent quand même les personnes autistes et leurs familles, c'est l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Donc les recherches, elles doivent servir au sens large cette qualité de vie dans des domaines extrêmement différents. Mais c'est d'abord ça qui doit être l'objectif. Sinon, pour nous, c'est déconnecté de la vie quotidienne. Et donc c'est très compliqué à comprendre et surtout, ça ne motive pas les personnes à participer. Si on veut qu'elles participent, il faut qu'elles voient le sens que ça peut avoir pour elles et ce qu'elles vont y trouver au bout. Les obstacles, je vais revenir à ça parce que franchement, c'est insupportable. La CIM 11, elle est officielle depuis 3 semaines, un mois, dans sa version française, parce qu'elle existait avant dans sa version anglaise. Mais maintenant, elle est traduite. Donc, on doit utiliser la CIM 11. Dans la CIM 11, il n'y a que troubles du développement intellectuel associés ou non à l'autisme, avec des variantes par rapport à la maîtrise du langage. C'est assez subtil, je dois dire, plus d'ailleurs que dans le DSM-5, sur ce plan-là. En France, on continue invariablement à dire déficience. C'est insupportable, c'est un terme qui vient de la CIH, la Classification internationale du handicap, de 1980. Ça fait quand même 42 ans, donc poubelle, ça s'impose. Dans les classifications fonctionnelles modernes, la CIF, je veux dire, on ne parle pas de déficience. Voilà, ces termes-là, il faut vraiment le rayer du vocabulaire commun. C'est discriminatoire à l'égard des personnes autistes qui, elles, se sentent mises à l'écart si par hasard, elles ont... dans les tests, les bilans qu'on leur fait passer, des résultats absolument abominables. Alors, je ne parle jamais de mon fils, je vais faire exactement le contraire. Mon fils a eu les mêmes bilans que moi. Bon, vous pouvez vous douter que ça ne donne pas le même résultat. Lui, il a un niveau CE2 en compte en large. Donc lui, il est classé dans la déficience intellectuelle sévère. Une MDPH, elle voit ça, orientation masse. Il a toujours vécu en milieu ordinaire et il va avoir son propre appartement. Voilà ce que ça peut donner quand on fait comme ça. Donc comment construire avec les personnes si on refuse de partir de la définition internationale du handicap? Disability en anglais, c'est incapacité, c'est handicap, c'est très difficile à traduire. On n'a pas l'équivalent malheureusement en français, donc on fait comme on peut, voilà, quand on ne peut pas traduire un mot de manière juste. Mais au moins on peut se pencher sur le sens du mot en anglais, ça évite déjà de faire des bêtises. Et ça n'est jamais déficience. Disabilité, ça n'est pas déficience. Donc il faut rendre aux personnes autistes leurs capacités, qui ne sont pas les mêmes, elles peuvent être très différentes, en niveau, enfin tout ce qu'on veut, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, et réduire les obstacles engendrés par l'environnement inadapté, ça, c'est la base. Mais si on part du principe que les personnes sont déficientes, les pauvres, donc, voilà, il faut faire avec leur dépendance et puis on ne fait rien d'autre, c'est absolument lamentable et pathétique. Le problème des personnes non verbales et de leur participation, c'est un problème qui nous est tout le temps remonté. Non-verbal et troubles du développement intellectuel, ce n'est pas la même chose. Et même la CIM 11, elle le dit. Donc, je peux m'abriter derrière la CIM 11. Nous avions fait venir à notre congrès l'année dernière une orthophoniste. Je lui avais jeté un défi, je ne savais pas qu'elle l'avait relevé. Je lui avais demandé s'il était possible d'apprendre à lire et à écrire à des personnes autistes non-verbales. Et elle a fait le travail. Pendant 6 mois, elle est allée s'immerger dans un phame bien pourri, on va dire, voilà, où on ne fait pas grand-chose, pas malveillant, mais voilà, on ne fait rien, quoi, vraiment rien. Et elle a montré, elle est revenue, elle a travaillé pendant 6 mois, elle a monté son étude, elle toute seule, et elle est revenue présenter au congrès cette étude, pour prouver que la littératie des personnes autistes non verbales, c'était une possibilité pas exploitée. Moi, ça m'a toujours choqué le nombre de personnes autistes qui sont classées dans ceux qui n'ont jamais eu accès à l'écrit de leur vie et qui sont illettrés parce qu'on ne s'est jamais soucié de savoir comment on aurait bien pu leur apprendre à lire. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à apprendre à mon fils à lire. Pas l'éducation nationale qui l'a fait, évidemment. Je ne le regrette pas. Qu'est-ce qu'on est dans la vie d'aujourd'hui si on n'a pas accès un minimum à l'écrit? On n'est à rien. Donc il faut se battre pour ça, quelles que soient les compétences au départ de la personne qui peuvent être démotivantes, en se disant c'est pas possible, on va jamais y arriver. Eh bien si, sur un très très grand nombre de personnes sur lesquelles on n'aurait peut-être pas parié au départ sur ces capacités-là possibles, il faut le faire. C'est un devoir de le faire. C'est ce que nous a expliqué Alban Plateau. Les attentes des personnes autistes et de leurs représentants, que toute recherche est une visée émancipatrice pour les personnes autistes, pour que chaque personne puisse vivre avec l'autisme de la meilleure manière possible. Voilà, on est autiste, on va le rester, de toute façon. Donc, autant apprendre comment on fait, le mieux possible, sans que ça tourne au désastre en permanence et sans qu'on vous le jette à la figure en permanence.
parce que ça aussi, ça arrive, malheureusement, que les chercheurs travaillent avec les personnes sur l'amélioration de leur qualité de vie, d'abord une meilleure compréhension de leur fonctionnement, parce que c'est ça qui aide, hein, de savoir de manière précise sur quoi on bute. On n'apprend pas à contourner ce qu'on ne sait pas faire si on ne sait pas exactement ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est une aide précieuse quand on a de bons professionnels qui sont capables de faire des évaluations précises. C'est même tout à fait extraordinaire comme résultat. Donc le fonctionnement cognitif, émotionnel, social, pour développer les stratégies de contournement. Quand on est malvoyant ou non-voyant ou malentendant, je veux dire, on fait avec son handicap et on le contourne. Bon, pour l'autisme, ça devrait être exactement la même chose. Que la recherche avance avec l'aide des personnes sur les difficultés de fonction exécutive. C'est massif dans l'autisme. Comment on fait pour mieux les comprendre et surtout pour se faire aider. Il y a une jeune femme autiste dans une association de Grenoble qui a conçu une matrice cognitive pour passer le bac littéraire, parce que c'est là que c'est le plus compliqué. Comment on fait pour gérer 3 heures ou 4 heures de temps, hein, on a le sujet, hein, et puis voilà, il y en a qui paniquent. Comment on fait pour gérer son temps, à quoi on se raccroche? Et ça a été accepté dans les aménagements aux examens. Donc en plus, on peut faire ça quand on est une personne autiste et faire reconnaître cette compétence dans l'aménagement aux examens. Vous voyez, tout est possible. De gestion du stress et de l'imprévu, hein, qui perturbe l'accès à l'autonomie. Que la recherche avance avec la participation des personnes sur les représentations, alors pas qu'on a des personnes autistes, sur les possibilités de représentation qu'ont les personnes autistes. Ça n'est pas du tout la même chose. Par exemple, beaucoup de personnes autistes que je connais ne comprennent rien à la notion de genre. Qu'est-ce que c'est que ça, la notion de genre? Dire à quoi? Je suis bien d'accord, hein, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Mais souvent, elles n'ont pas plus de représentation de ce que c'est que le vieillissement. Et c'est gênant, ça, parce qu'on doit l'anticiper aussi, le vieillissement, ne serait-ce que pour ne pas arriver à un âge avancé dans un état épouvantable, alors qu'on aurait pu anticiper, avec de la prévention intelligente, hein, le passage à un âge avancé. Parce que les personnes autistes ont le très mauvais goût de faire comme tout le monde, elles vieillissent. Et parfois, voilà, donc il faut aussi envisager ce problème-là. Les codages sexuels et amoureux qui mettent en difficulté les relations sociales. Vous me direz, il y a beaucoup d'hommes, ce sont d'abord des hommes qui sont autistes, enfin, au moment dans le cadre de l'épidémiologie actuelle, se prennent régulièrement des râteaux, hein, parce que leur compétence dans ce domaine, c'est proche le zéro absolu. Alors, vous me direz, il y a des beaufs qui ne sont pas plus équipés dans ce domaine, hein. Ça se finit de la même manière. Mais pour une personne autiste, voilà, pas d'excuse, une personne autiste, ça la met en très grande difficulté parce que c'est un rejet qu'elle vit. Donc il faut pouvoir éviter ça. Hein, si on veut vivre au milieu des autres, il faut pouvoir en connaître un minimum les codes, même si on ne sera jamais très performant, quand même un minimum. Que la recherche avance sur le poids de la génétique, c'est très inconfortable quand on est parent, hein, de penser qu'on a transmis l'autisme d'une certaine manière. On n'y échappe pas, voilà, moi j'ai pas échappé, hein, alors qu'on n'y est pour rien évidemment. Qu'elle avance sur le lien entre les différents troubles du neurodéveloppement associés à l'autisme, ça c'est un vrai problème, pour mieux comprendre l'impact différent ou cumulé et apprendre à faire face. Qu'est-ce qui relève du TDAH? Qu'est-ce qui relève de l'autisme? Qu'est-ce qui relève du trouble du développement intellectuel? Etc. C'est très mal connu. Ces points-là de la recherche sont pour le moment peu avancés, ils sont très complexes, très très compliqués de savoir comment se repérer. Mais c'est un vrai problème, ça. C'est très éclairant pour la personne, hein, de savoir à quoi elle doit se heurter, hein, dans la vie quotidienne, à quoi est-ce qu'elle doit devoir apprendre à contourner. L'urgence de la recherche dans le médico-social, on n'en parle jamais. Eh bien moi j'en parle, parce que pour moi ça c'est une évidence. Construire avec les personnes la réflexion sur leur participation et la vie sociale de l'établissement aux services médico-sociaux. Pour le moment il n'y a rien, zéro. On a vu passer un projet de décret sur le conseil de la vie sociale dans la commission que je préside au CNCPH, c'est allé directement à la poubelle, hein, parce que tellement c'était honteux. Construire avec elles les outils de leur autonomie et de leur vie en milieu ordinaire. On ne leur demande pas ce qu'elles ont envie de faire ou de ne pas faire. Ou s'il y a une personne qu'elles ne supportent pas. Dans la vie, nous, une personne qu'on ne supporte pas, je veux dire, t'enfuis, hein, voilà, on la vire. Dans un établissement, on ne peut pas virer. On ne choisit pas son professionnel et on ne choisit pas les gens avec qui on vit. Pour une personne autiste, on ne peut pas faire pire. Après, on s'étonne qu'elles aient des difficultés de comportement. Mais moi, je les trouve magiques, hein, franchement, comment elles font pour supporter ça? Construire avec elles l'évaluation de la qualité des prestations proposées, parce que là aussi, il y a tout à faire. Oh, pardon. Ça, c'est pas pour moi. Bon, alors, c'est la bibliographie. Merci de votre attention.